Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux participants et aux intervenants à cette conférence. Laura Letourneau, Armand Natuel et Élodie qui animera cette soirée. Je m'appelle Didier Carré, je suis président de Mine Digital et de l'Institut G9+, qui regroupe tous les clubs numériques des grandes écoles. Donc, le thème de ce soir, c'est l'e-santé, un envol porté par la pandémie. Depuis un an, la pandémie a accéléré l'adoption de nouveaux outils, comme ce soir à la vidéoconférence. Bon, certes, nous y avons perdu de la convivialité. Il n'y aura pas de cocktail à la suite de cette conférence où c'était des moments très agréables d'échange et de réseautage. Mais il y a quand même des bénéfices réels. Nos camarades en région et à l'étranger peuvent nous rejoindre, ce qui n'était pas le cas avant. Les coopérations entre clubs professionnels et internationaux se développent. La semaine dernière, nous avions une conférence très intéressante sur les entreprises chinoises et donc Mine Asie participait. On avait des camarades de Pékin, Shanghai qui nous avaient rejoints. Les conférences sont disponibles en replay comme celle-ci. Donc la pandémie a changé nos habitudes et parfois, comme on l'a vu, pour le meilleur. Et nos deux intervenants, Laura Letourneau et Armand Natuel, nous éclaireront sur les effets qu'auront le SARS-CoV-2 et le contexte de la Covid-19 sur le déploiement de l'e-santé. Donc, présentons tous le rôle numérique sur cette crise et sur nos organisations, mais quelle en est la réalité et quels en sont les bénéfices attendus. Je vais passer la parole à Élodie, qui est membre du bureau de Mine Digital et du CO de l'Institut G9+. Merci Élodie pour toutes les contributions que tu nous fais. Merci. C'est vraiment, vraiment bien de t'avoir avec nous et elle animera cette conférence. Donc, Élodie, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors, avant d'introduire nos deux invités qui vont nous donner un regard croisé sur la digitalisation de notre système de santé, je vous présente Laura Letourneau. Alors, je vais lire pour ne pas écorcher votre fonction, déléguée ministérielle au numérique au ministère de la Santé. Et puis, Armand Natuel, professeur à l'école des mines et spécialisé plus particulièrement dans l'innovation et l'histoire des sciences et du management. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé vos titres respectifs. Donc, on le voit, innover en santé, c'est faire bouger plein de monde en même temps. Donc, l'État est au centre, comme il l'a été finalement dans l'histoire de nombreuses fois, avec détermination et de façon déterminée. Par exemple, sur le TGV ou alors sur le nucléaire. Mais finalement, le système de santé est un système singulier parce que c'est un système très imbriqué dans tous les territoires. C'est aussi un système très imbriqué avec nous tous, citoyens, et c'est aussi un système très imbriqué avec beaucoup et multitude de professions. Donc, ça fait sa singularité et on va ouvrir cette conférence avec vous, Armand. Je me tourne vers vous pour que vous nous donniez vos clés de lecture sur les régimes d'innovation de l'État et en quoi le système de santé a ses petites particularités. À vous. Merci infiniment. Je suis particulièrement honoré de partager avec vous ce débat et avec Madame la secrétaire d'État, dont j'ai entendu évidemment faire beaucoup l'éloge par les professionnels de santé de ce domaine. Je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on entend ça, mais j'ai pris quelques précautions et je sais que ce que vous faites aujourd'hui est particulièrement bien accueilli, et donc je pense que ça va nous donner un débat très riche. Mais je suis aussi d'autant plus sensible à ce que vous m'ayez invité, parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que ma vieille institution, l'École des mines de Paris, est impliquée dans l'innovation de santé depuis très longtemps. Même si c'était des formes rudimentaires, mes cheveux blancs me permettent de vous dire que le 15 à Paris, ça a été mon équipe. C'était il y a très longtemps, mais que c'était déjà une forme de digitalisation, puisque c'était probablement le première grande organisation systémique du système de santé, qui venait d'ailleurs après un constat
qui avait été la difficulté à coordonner les acteurs autour des urgences. Alors, je ne peux pas dire que tout soit réglé, mais c'est un point que je voulais signaler. Et toujours, la santé est toujours pour l'école des mines un axe stratégique majeur sur plusieurs plans. Juste pour vous donner 2 exemples, on a une équipe de mathématiques de la biologie qui travaille avec l'Institut Pierre et Marie Curie, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des chercheurs de notre école qui travaillent aujourd'hui sur des nouvelles thérapies de la mucoviscidose et en utilisant aussi des modèles digitaux qui sont ceux de Dassault Systèmes, puisque Dassault Systèmes est devenu en quelques années un leader de la data biologique. Alors tout ça fait que, si vous voulez, j'accueille bien évidemment, et je pense qu'il faut le dire en préambule, c'est que la santé est un terrain formidable d'innovation. En fait, je dirais que les possibilités d'innovation pleuvent à chaque pas dans le système de santé. Et le digital, je dirais, se trouve presque dans un domaine qui lui est congruent, parce qu'au fond, le système de santé, c'est lui-même un système de fabrication de données. C'est lui-même un système de fabrication de décisions. Il suffit de lire le langage de la médecine, c'est quoi? C'est observation, diagnostic, traitement, jugement, choix, décision, thérapie, soins, etc. Le langage de la médecine est déjà constitué, en quelque sorte, il est prémâché pour accueillir le digital. Alors, pour autant, est-ce que on peut considérer que les régimes d'innovation, comme vous l'avez dit, dans le système de santé, vont ressembler au régime d'innovation que va rencontrer l'État dans d'autres domaines? Et là, non, c'est très clair. Donc, il faut à la fois mesurer que la santé, c'est vraiment un domaine extrêmement riche en développement, pas seulement pour le digital, mais pour tout ce que le digital peut faire avec d'autres technologies, mais en même temps que c'est un monde dans lequel il y a un régime d'innovation particulier dont je voudrais rapidement dresser le portrait. Premier élément, évidemment, je n'apprendrai rien à Madame Le Tourneau, mais je pense que c'est bon de le rappeler. L'État est à la fois celui qui va pousser à l'innovation, mais qui en même temps garantit au système de santé le fait que ce sont des professions protégées. Ce sont même probablement dans la République les professions les plus protégées. Il y a peut-être que les architectes qui peuvent avoir un tel système de protection. Donc, on a affaire à des métiers particulièrement protégés qui exigent des expertises extrêmement longues, des formations qu'on ne peut pas obtenir rapidement. Regardez, il n'y a pas d'élasticité en réanimation, ce n'est pas vrai. On peut multiplier les lits, mais on ne peut pas former brutalement 1000 médecins réanimateurs, ce n'est pas possible. Donc, on a ce premier élément. Donc, inévitablement, ça va peser sur le système de santé. Ce n'est pas, par exemple, des ingénieurs de bureau d'études. On ne peut pas comparer ce qu'on peut faire au CEA, par exemple, avec ce qu'on peut faire dans le système de santé. Le deuxième remarque, encore plus importante. Les professions médicales sont des professions dont, je dirais, la capacité d'action dépend de la coordination entre professionnels. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez un chirurgien cardiologique et un médecin cardiologue. Vous avez un chirurgien néphrologique et vous avez un néphrologue. Ils ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Donc, en fait, le système se construit comme des réseaux de confiance, pas seulement entre patients et médecins. Ça, c'est ce que nous voyons, nous, d'emblée. Mais pour avoir beaucoup travaillé à l'intérieur du système de santé, le premier régime qui est à challenger, c'est la relation de confiance entre les professions, entre les praticiens. Si vous dites que d'un hôpital à l'autre, vous allez envoyer un malade particulièrement en mauvais état, la conversation est souvent compliquée parce qu'il faut s'expliquer sur l'état du malade. Il faut partager le diagnostic, il faut être d'accord sur le traitement. Donc, il y a ces réseaux de confiance qui vont jouer un rôle important. Et enfin, le troisième élément, c'est que le client, qu'on pourrait en dire le patient, il est double. Il est individuel et collectif. C'est-à-dire, il est à la fois un individu, nous, comme qui allons de manière angoissée chez le médecin, mais il y a le tiers payant. Voilà.
Et ce tiers payant, lui, il a cadastré l'ensemble du réseau médical par des catégories, qu'on appelle les actes, les typologies médicales, les typologies de santé, etc. Donc, tous ces éléments réunis font qu'il y a un paradoxe des régimes de l'innovation en santé. Première évidence, c'est un système innovateur. C'est même un système très innovateur. Si vous prenez il y a 30 ans et aujourd'hui, la plupart des disciplines médicales ont énormément évolué. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'innove pas. En revanche, il innove beaucoup plus facilement quand les réseaux de confiance dans le monde médical sont constitués. Quand des chirurgiens peuvent travailler avec des médecins correctement, quand dans le cancer, on a pu coordonner radiothérapie, chimiothérapie et médecine et oncologie, quand dans l'affaire des grands brûlés, on a pu créer des parcours, l'innovation était très vite. Donc la question, ce n'est pas qu'il n'innove pas, c'est que l'innovation va passer par ces réseaux de confiance locaux et liés évidemment à la science, à l'évolution des technologies et du système médical. Ce régime-là, il va très vite. Il va même parfois plus vite qu'on ne pense. Le régime qui va moins vite, c'est précisément le régime systémique. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il faut garder la préservation des professions, des systèmes, des organisations, et aussi tous les cadres des tiers payants, mais il faut évoluer. Mais cela dit, ils le font. Je viens de donner, par exemple, plusieurs exemples d'évolution systémique qu'on a oubliés. La création des centres anticancéreux, c'était une énorme révolution, puisqu'on organisait un système médical pour un type de santé. On peut aussi donner, si vous voulez, l'apparition des techniques non invasives qui ont modifié complètement la chirurgie, qui est devenue ambulatoire, etc. Et là, bien sûr, aujourd'hui, en épidémie, on voit quand même, saluons, un effort, un mode d'organisation de toute la partie soins critiques, réa, accueil, le 15, etc., qui, en peu de temps, s'est mis à répondre. Donc, vous voyez que la leçon que cette petite analyse permet de tirer, c'est évidemment le digital a une place, on pourra y revenir, absolument formidable, mais qu'il faut bien distinguer, si vous voulez, entre le digital qui va venir s'insérer dans les réseaux de praticiens, donc qui va créer de nouveaux métiers, de nouvelles disciplines médicales dans les réseaux de praticiens, et l'autre digital, celui qui opère de façon systémique et qui va intégrer des acteurs qui sont des acteurs à la fois endogènes, c'est-à-dire internes au monde médical, mais aussi des acteurs exogènes, donc les mutuelles, les systèmes d'achat, les systèmes de rémunération. Et voilà, je pense que peu que j'ai pu lire de l'action qui est engagée aujourd'hui s'insère tout à fait dans cette logique-là. On pourra y revenir après Madame Letourneau. Vous faites la transition, puisque finalement, donc vous nous avez donné une vue parfaitement claire de la complexité du système, à la fois avec des dimensions très techniques, parfois très, très pointues, et puis alors des dimensions éminemment humaines, puisque quand on parle de réseau de confiance, là, on est en plein au cœur de notre humanité. En 2018, l'État a lancé un grand programme de digitalisation du système de santé qui s'appelle Ma Santé 2022. Et Laura, vous êtes en charge de définir les contours de ce programme pour ce qui n'est pas encore défini, et puis de le déployer. Donc, dites-nous un peu comment il est structuré. Bonjour à tous et vraiment merci pour l'invitation. Je suis également très, très honorée d'être ici. J'étais sur le banc de l'école des mines il y a une dizaine d'années et j'ai pu profiter de toute la richesse de l'enseignement entre théorie et pratique et qui est parfaitement incarné par Armand Actuel. Donc, je suis ravie de me retrouver de l'autre côté. C'est un peu l'occasion pour moi d'essayer de rendre l'appareil et puis de prendre un peu de recul aussi, là où ça fait 2 ans qu'on dort 5 heures par nuit et qu'on est noyé dans l'opérationnel. Donc, c'est aussi l'occasion d'avoir un peu une bouffée d'oxygène. Je pense que vous avez
très bien expliqué en introduction, et c'est rigolo parce que moi je me suis retrouvée au ministère de la Santé début 2019 et c'est le premier constat que j'ai fait. Autant je vois à peu près comment fonctionne Bercy avec le monde de l'économie, l'intérieur, l'éducation nationale, l'écologie, etc. Mais la sphère santé publique, c'est un des secteurs vraiment les plus fragmentés que j'ai jamais rencontrés. Entre la multitude d'acteurs institutionnels au niveau national, l'ACNAM, Santé publique France, la NSM, la DGOS, la NAP, l'ANS, la TIH, etc. Toutes les ARS, tous les grades, tous les établissements, les professionnels de santé, enfin, il y a énormément de monde. Et le principal enjeu, effectivement, c'est de mettre de la coordination et d'arriver à aller ensemble dans le même sens. Donc, pour refaire un petit peu l'histoire, moi, je suis arrivée début 2019 au ministère de la Santé pour travailler en binôme avec quelqu'un qui s'appelle Dominique Pont, qui vient du terrain, qui est ingénieur informaticien et directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse, qui est une clinique exemplaire en termes numériques, mais aussi d'inclusion sociale, etc., pour mettre en œuvre une feuille de route, donc on a défini et puis essayé de provoquer une accélération du virage numérique en santé sur 3 ans. Dominique, il avait rédigé un rapport dans le cadre de Ma Santé 2022 dont vous parlez, qui dressait un constat un peu déprimant du numérique en santé, où on n'arrête pas dans la santé à longueur de table ronde, à longueur de conférences, à longueur de discours ministres, d'entendre parler de parcours patient, de décloisonnement vie d'hôpital, de désiloter le sanitaire et le médico-social. Voilà, c'est un peu les mots-clés qu'on entend depuis des années, mais en pratique, sur le terrain, malheureusement, il suffit d'avoir été hospitalisé une fois pour comprendre qu'on n'a pas nos données numérisées à disposition, on n'a pas notre compte-rendu d'hospitalisation qui nous suit, nos radios, nos comptes-rendus de biologie, nos antécédents, on est obligé de les répéter 15 fois, etc. Et on n'est pas vraiment au cœur du système de santé, nous, patients, malgré ce que le politique essaie de faire depuis des années, en tout cas pas suffisamment encore. Donc, ce qu'on a fait avec Dominique, c'est qu'on a essayé de remonter aux racines du mal, entre guillemets, sur lesquelles vous avez bien mis le doigt, qui est un sujet d'organisation et de gouvernance. Donc nous, pouvoir public, on a essayé de balayer devant notre porte en disant on n'a pas suffisamment ces dernières années défini de façon extrêmement claire pourquoi on faisait tout ça, quel était le cadre de valeurs dans lequel on entourait le numérique en santé, le quoi, qu'est-ce qu'on voulait faire tout simplement, quelle était notre feuille de route, et le comment est-ce qu'on s'organisait, la multitude d'acteurs publics et privés que j'ai décrits au service de ce quoi. De la même façon, tout le monde a sa part de responsabilité. Les industriels également, c'est eux qui font le numérique en santé dans les hôpitaux, dans les pharmacies, dans les maisons de santé sur le terrain. Ils n'ont pas suffisamment su créer des business models à valeur ajoutée métier. Voilà, ils se sont plutôt focalisés, faute d'avoir aussi des règles claires définies par l'État d'interopérabilité, par exemple, sur des innovations. Voilà, ils ont plutôt mis leurs clients, pour être très caricatural, dans des logiques propriétaires, à saigner chaque hôpital à la nouvelle interconnexion plutôt qu'à faire une vraie valeur ajoutée métier et des logiciels fluides et ergonomiques. Et puis les professionnels de santé aussi sont un corps de professionnels très particulier, avec une formation pas adaptée sur des sujets numériques et une certaine réticence à se jeter corps et âme dans les sujets numériques. Donc, on a tous notre part de responsabilité. On a essayé de balayer devant notre porte en 2019 à notre arrivée, en définissant le pourquoi on faisait tout ça. Donc, on fait tout ça in fine, pas pour faire du numérique, pas pour faire de l'innovation en soi. L'objectif final, c'est d'aller vers une médecine, ce qu'on appelle 5P, donc préventive, prédictive, participative, etc., qui permettent de mieux prévenir, de mieux soigner. Et derrière, de développer un numérique en santé en France et idéalement en Europe, qui soit dans un cadre de valeurs qui nous semble acceptable, c'est-à-dire une espèce de troisième voie entre la Chine, qui a un peu un numérique de contrôle pour être très caricatural, et les États-Unis, un numérique vraiment très capitaliste. Donc, c'est hyper ambitieux, mais en fait, on n'a pas le choix. Et dans un secteur où il y a des humains qui passent leur journée à prendre en charge d'autres êtres humains, on ne peut pas faire un numérique qui soit déshumanisé. Donc, on a commencé par poser ces bases. Ensuite, on a défini le quoi. Donc, on a une feuille de route avec 5 grandes orientations, 30 actions. Et la logique sous-jacente de tout ça, c'est la logique d'État-plateforme que j'avais théorisée dans un livre qui s'appelait « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent » et que Dominique, qui était sur le terrain, lui, depuis 20 ans, avait théorisé aussi, alors sans l'appeler État-plateforme, mais en prenant l'exemple de la gouvernance d'une ville, en disant il faut qu'on urbanise des systèmes d'information en santé en France en s'inspirant du mode de gouvernance d'une ville, dans laquelle les pouvoirs publics ils font 2 choses. Ils font 1, les règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. 2, ils développent les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage, les routes, les ponts, le réseau d'égouts, etc. Mais ils ne font pas toutes les maisons individuelles. C'est le privé qui fait des maisons individuelles,
Sauf exception, quand il y a besoin de faire un HLM, qu'il n'y a pas de business model, qu'il y a un besoin social et que le privé s'en saisit pas, là, c'est les pouvoirs publics qui le font. Mais sinon, notre travail, c'est de vérifier que les maisons individuelles, elles respectent le code de l'urbanisme et qu'elles jettent leurs égouts dans le réseau d'égouts et pas dans le jardin du voisin d'à côté. Donc, elles se raccordent aux infrastructures de base. Dans le numérique en santé, c'est exactement la même chose. Et en réalité, c'est un schéma d'urbanisation informatique dans lequel les pouvoirs publics, ils font les règles. Elles sont de 3 ordres. Il y a des règles d'interopérabilité, des règles de sécurité. C'est malheureusement à la mode en ce moment avec toutes les fuites et les rançonnages sur les hôpitaux, et des règles d'éthique du numérique en santé. C'est aussi malheureusement à la mode. Vous avez certainement entendu parler de sujets qui ont un peu défrayé la chronique, qui sont compliqués, comme l'hébergement du SDATUP chez Microsoft, comme Stop Covid à ses débuts, etc. Donc on voit bien que c'est des sujets malheureusement au cœur de l'actualité sur lesquels il y a un enjeu collectif de regagner de la confiance, de mettre de la pédagogie, etc. Dans le numérique en santé, les pouvoirs publics aussi, ils font des infrastructures. Ce n'est pas des routes et des ponts, mais c'est ce qu'on appelle des communs numériques, vraiment dans la doctrine d'État plateforme. Par exemple, le tristement fameux dossier médical partagé, on n'a que des serpents de mer dans la e-santé, qui est un projet qui date de 2004, donc voilà, c'était avant la sortie des premiers iPhones, hein, juste pour situer un peu ce dont on parle, mais qu'en gros, voilà, je pourrais vous en parler des heures, je n'ai pas le temps là, mais qu'on repositionne comme une réelle infrastructure, au lieu d'en faire un progiciel obèse qui fasse non seulement le commun numérique, mais aussi toutes les maisons individuelles de la ville, donc dans le numérique en santé, tous les services numériques à valeur ajoutée, sur, je sais pas quoi, les interactions médicamenteuses, les services de prise de rendez-vous en ligne, la e-prescription, etc., etc. Là, on dit non. On le focalise comme une infrastructure, donc c'est un repository de documents médicaux de synthèse uniquement, ouvert en API, donc avec des ponts logiciels sur son écosystème, notamment envers des applications type Doctolib, WeThings, le portail patient de la PHP, votre application femme enceinte, Petit Bambou, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans la sphère santé, en lecture et en écriture, pour que eux se basent sur ces données-là et créent des services à valeur ajoutée métier. C'est vraiment la vision de l'État plateforme, avec donc les règles, les infrastructures, 3 grandes plateformes qui viennent urbaniser tout ça, l'espace numérique de santé à destination des citoyens, qui sera ouvert à tous les Français en janvier 2022, le bouquet de services des professionnels à destination des professionnels de santé, et le SDATUP, donc une plateforme nationale de données de santé, là où les 2 autres, c'est des plateformes nationales dans lesquelles nous, pouvoirs publics, on fait le contenant, on ne fait pas le contenu, de services numériques, donc encore une fois, Doctolib, WeThings, etc., qui sont référencés dans ces plateformes, un peu comme des stores de l'App Store, si vous voulez, si et seulement si ils respectent les règles et qui se raccordent à nos communs numériques. Donc ça, c'est la vision d'ensemble. Et puis, je m'arrête sur le comment parce que je sens qu'il y a une question. Je résiste pas. Mais alors, très, très court, hein. Laura, à vous poser la question. 2022, entre nous, c'est demain. Et je suppose que le Covid a complètement bouleversé vos plans, accéléré, freiné. Enfin, comment ça s'est passé cette année? Vous êtes toujours c'était 2019, on embarque l'écosystème, on a fait le tour de France des régions, on a fait des ateliers citoyens, etc. On embarque l'écosystème pour que tout le monde ait un cap commun et avance dans la même direction. 2020, l'année de l'implémentation, même si évidemment elle n'a pas commencé en 2020, elle ne s'arrête pas en 2020, mais l'année des livres, voilà, ce qu'on sait mal faire dans les pouvoirs publics, et 2021, l'année du citoyen, avec l'arrivée en ligne de mire de l'espace numérique de santé. 2020, crise Covid arrive, on est pile au milieu du gué de la feuille de route. Donc, à la fois, énorme frustration, mais de tout le monde, de nous en interne, mais de tout l'écosystème, parce que si on avait été plus avancé, si on avait été mis 2022, je pourrais vous donner tout un tas d'exemples, mais par exemple, on n'a pas d'identifiant national de santé aujourd'hui en France. Le numéro de sécu, je pourrais vous expliquer pourquoi, ne fonctionne pas. Donc, on ne sait pas identifier aujourd'hui en France, numériquement, une personne unique de façon fiable. Donc, vous imaginez, en termes d'identito-vigilance, etc., c'est catastrophique. Là, typiquement sur la Covid, aujourd'hui, on veut croiser une personne qui s'est fait tester positive, puis qui s'est fait vacciner, puis qui est retombée positive. C'est 2 systèmes d'information différents. On ne sait pas les croiser parce qu'on n'a pas d'identifiant national de santé. Donc, ce genre de galère énorme parce qu'on n'a pas réussi à rattraper notre retard et que ça, c'est prévu pour 2022 dans la feuille de route parce que ça demande des évolutions considérables de tous les logiciels sur le terrain. Donc, à la fois des frustrations immenses et puis à la fois, si on veut voir le verre à moitié plein et être un peu positif aussi,
énormément de sujets qui décollent complètement dans la e-santé et qui serviront à moyen terme sur le numérique. Par exemple, les téléconsultations qui font x3 côté citoyen, x5 côté patient, avec des taux de satisfaction de plus de 85%. Donc, en gros, en termes d'acculturation, on a gagné 5 ans dans les usages. Des sujets comme la carte dématérialisée des professionnels de santé qui leur permet de s'identifier électroniquement de façon fiable dans des systèmes d'information dont la courbe devient exponentielle parce que les professionnels de santé ont été contraints et forcés de l'utiliser pour faire des tests RT-PCR et pour faire la vaccination. Et ça va servir à tous les usages derrière. Et puis aussi des projets de l'ordre portés par la puissance publique, dont un dont on est assez fier, qui s'appelle SIDEP, le système d'information de dépistage, où on a réussi pendant la première vague en 3 semaines à collecter les résultats RT-PCR de tous les laboratoires de France, les 4500 laboratoires de France, de façon exhaustive, automatique et temps réel, ce qui fait frémir tout informaticien. Ça faisait 8 ans qu'on essayait de faire la même chose sur d'autres maladies infectieuses, la dengue, le chikungunya, dans lequel il y a d'énormes besoins de suivi côté Santé publique France et de contact tracing, hein, parce que dans les dom-toms notamment, ça sévit. On n'y arrivait pas depuis 8 ans. Là, en 3 semaines, on a réussi à aligner tous les leviers politiques, juridiques, financiers pour faire en sorte de faire l'impossible, là où on se dit le DMP, on s'en sortira jamais, alors qu'en réalité, c'est la même chose. Donc là, maintenant, on est hors crise, on apprend de tout ça et on active les mêmes leviers pour ne pas attendre une nouvelle crise pour porter des projets en 3 semaines et pas en 8 ans, quoi. Et quels sont ces leviers, Laura? Alors, typiquement sur... Pardon. Attendez, pardon, Armand voulait dire, excusez-moi, Armand voulait dire. Oui, c'est évidemment, tout ça va tout à fait dans la bonne direction, mais remarquons l'effet d'accélération du Covid. Et qu'est-ce qu'il nous dit, cet effet d'accélération? Vous évoquiez la possibilité d'avoir tout d'un coup toutes les données des laboratoires sur les cas Covid, et là, je ne peux qu'abonder dans votre sens. C'est ce genre de truc, on enlisait des équipes d'informatique pendant 10 ans, vous avez donné l'exemple de… Mais ce qui est intéressant, c'est le primum movens. Qu'est-ce qui a rendu ça possible? Et je pense que c'est précisément parce que la finalité est médicale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prenait la coordination systémique, je dirais comme un principe administratif, on obtenait quelque chose que vous connaissez certainement de très près, c'est-à-dire le vol de moineaux, plus personne. Et en fait, je crois je vous suggère de garder, et peut-être si on peut faire une métaphore, c'est la loi de Moore. Vous savez que la loi de Moore ressemble à s'y méprendre, ça c'est mon petit côté, pardonnez-moi, spécialiste de l'innovation, mais la loi de Moore ressemble à s'y méprendre à ce qu'a dit Laura Le Tourné. Gordon Moore, il est patron d'Intel, c'est tout, et c'est une boîte moyenne. Ce qu'il propose avec la loi de Moore, c'est exactement ce qu'a dit Laura, c'est-à-dire je vais créer une espèce de méta-logique générale à partir de laquelle chaque industriel pourra se construire, mais on a une vision globale qui est la miniaturisation, le gain tous les 2 ans, etc., etc. Et ça a donné une structure qui s'appelait ITRS, International Technology Roadmap for Semiconductors, mais qui n'a pas du tout normé les innovations locales. Ce n'est pas eux qui ont inventé les cartes graphiques, etc., etc. Mais ils avaient la représentation. Et je crois que le chemin que le secrétariat d'État et Laura Le Tourné nous proposent est le bon, mais il faut garder, me semble-t-il, que le primum movens a été médical. C'est-à-dire que c'est bien la lutte contre l'épidémie. Et donc, dans tous les programmes futurs, ma suggestion, très, très modeste, c'est de dire identifier à chaque fois le primum movens comme étant soit c'est les grands brûlés, soit c'est l'épidémie, soit c'est on ne peut pas toujours le faire. Il y a des fois, il faut faire de l'administration pure. Mais je dirais, les logiques productivistes n'ont pas marché du tout. Elles ont même créé des coûts plutôt quand elles ont diminué. Et je me souviens très bien que dans l'affaire des urgences il y a très longtemps, ce qui avait été le primum movens, c'était le développement du SMUR à l'époque. C'était toute l'équipe. Il y avait une espèce d'engouement pour la création d'une discipline médicale nouvelle qui était les urgentistes, qui sont devenus célèbres. Et voilà, je me permets juste de… Oui, Laura, vous avez le même diagnostic. Alors, est-ce que vous allez avoir vos raisons de bouger pour chaque morceau de Ma Santé 2022 à faire grandir? Je pense que c'est indispensable, et typiquement quand on est fin avril et qu'on nous dit si dans 3 semaines SIDEP ça n'existe pas, on ne déconfine pas,
autant vous dire que tout le monde est aligné, quoi. Il n'y a plus de guerre de périmètre qui tient, les biologistes font plus la guerre aux médecins, qui font plus la guerre à leurs éditeurs, qui font plus la guerre à Santé publique France, qui font plus la guerre au ministère. Tout saute, on est la même équipe mixte, indépendamment de son drapeau, et on arrive enfin à avancer. Ça fait 50% du succès. Donc c'est clair. En revanche, ça ne suffit pas. Moi, c'est vraiment ma conviction profonde depuis que je suis dans le monde de la santé. Là, très sincèrement, on échange avec des syndicats de médecins qui nous disent on plante délibérément le DMP, le dossier médical partagé, depuis des années. Donc, volontairement, on ne donne pas ces données de santé aux patients. Pourquoi? Pour 2 raisons. 1, parce qu'on a peur du nomadisme médical. Donc, si jamais ils ont leurs données de santé, ils vont aller demander un deuxième avis à un conseiller, je vais perdre ma patientèle. Voilà. Et 2, parce que j'ai peur de la responsabilité médicale que ça implique, ce qui peut s'entendre par ailleurs, mais je n'ai pas vu un antécédent alors qu'il était noté dans le DMP, je donne un médicament, je sais pas quoi, auquel la personne est allergique, etc. Et donc, ma responsabilité médicale est engagée. Donc, alors que tout le monde s'accorde à dire que le DMP est indispensable pour la coordination entre professionnels de santé et pour que le patient puisse être acteur de sa santé. Sur SIDEP, et c'est ce qu'on essaie de faire là dans le Ségur numérique sur lequel il y a eu 2 milliards d'euros d'investissements qui ont été libérés, hein, c'est un des autres points positifs de la crise. C'est-à-dire que là où c'est un secteur qui souffrait d'investissement, notamment sur les sujets numériques, il y a eu des montants, et pour le coup, ce n'est pas une formule politique galvaudée, vraiment historique de débloquer sur le numérique en santé suite à la première vague. Sur SIDEP, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a fait que ça a marché au-delà de l'énorme portage politique, au-delà du sens comme c'était indiqué, et puis au-delà des aspects RH, etc., et toute la bureaucratie dont on s'est enfin libéré. Franchement, être agent public pendant la Covid, c'était un bonheur. C'est-à-dire que toutes les contraintes qu'on se farcit habituellement en permanence sautaient. Donc, malheureusement, elles reviennent. Mais qu'est-ce qui a été activé, qui a fait la différence? C'est le levier juridico-financier, tant sur la partie incitative que sur la partie coercitive. Et j'insiste également sur la partie coercitive, qu'on est souvent trop peu courageux, parce que c'est très compliqué de l'activer dans la puissance publique. Dans SIDEP, on a dit, normalement, on donne de l'argent aux professionnels de santé pour qu'eux-mêmes achètent des logiciels qui soient DMP compatibles et qui soient à même de pousser les données de santé dans le DMP. Ça ne marche jamais parce que les professionnels de santé n'ont pas le temps, ils n'ont pas toujours les compétences informatiques pour négocier avec leurs éditeurs de logiciels, etc., etc. Là, on a dit, on sépare les financements en 2 enveloppes. On donne certes une partie aux biologistes parce qu'on va leur demander de saisir des nouvelles données dans SIDEP que par ailleurs, ils ne collectaient pas auparavant. Par exemple, la date d'apparition des premiers symptômes, on vous la demande quand vous allez faire un test RT-PCR, à cause de nous, entre guillemets. Normalement, les biologistes ne la demandent pas. On va leur donner un bout de l'enveloppe, entre guillemets, mais on va aussi financer en direct tous les éditeurs de logiciels et on va négocier en direct avec eux la norme d'interopérabilité pour qu'ils développent le demi-connecteur pour pousser les tests RT-PCR dans l'entrepôt de données. Donc, on a activé le levier financier incitatif tant aux professionnels de santé qu'aux éditeurs, et on a parlé en direct avec eux parce que nous, on a la compétence numérique et le pouvoir de négociation pour le faire. Mais deuxièmement, on a aussi activé le volet coercitif et donc le bâton en plus de la carotte. Typiquement, on a fait inscrire dans l'arrêté de remboursement de l'assurance maladie auprès des biologistes que le test RT-PCR, dans son intégralité, ne serait remboursé que si les biologistes alimentaient SIDEP. Donc, on n'a pas juste dit vous n'avez pas 2 € de bonus sur les 14 € que vous touchez dès lors que vous faites un test. On dit vous touchez 0. Alimenter SIDEP fait partie intégrante de ce qu'on appelle faire un test RT-PCR. Et ça, par exemple, on ne l'a jamais activé sur le DMP, typiquement, parce que c'est très compliqué à négocier. Mais c'est ça qui fait la différence derrière. Oui, non, mais vous pouvez étendre le raisonnement. Tout à l'heure, j'ai utilisé un euphémisme, j'ai parlé des réseaux de confiance entre médecins. Mais pour avoir pénétré ce monde de manière assez… Vous savez que c'est aussi un réseau de sanctions. Vous savez que pour devenir un chirurgien reconnu, vous avez intérêt à ce que vos collègues parlent bien de vous. Et donc, votre patientèle dépend aussi de votre réputation. Donc, je partage tout à fait… bon, l'État ne peut pas jouer sur la réputation, mais en tout cas, il a joué sur la contrainte financière. Mais je dirais que ce point de vue-là, moi, ça me paraît tout à fait acceptable parce que de toute façon, ce sont des règles du jeu collectif. C'est-à-dire le système médical est lui-même déjà structuré comme ça. Vous évoquez votre méta-plateforme. Les gens auxquels vous avez affaire sont déjà structurés comme ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un hôpital, vous avez déjà la méta-plateforme qui est devant vous, chirurgie, médecine, chirurgie digestive. Ils savent que
qui sont dans un système qui est et des interdépendances. Donc, moi, je n'ai aucun scrupule sur le dossier médical partagé, sur le DMP, qui s'est enlisé effectivement depuis des années. Permettez-moi de dire que ces finalités n'ont jamais été aussi clarifiées que vous l'avez fait, que vous le faites. Et il s'est beaucoup enlisé parce que, si vous voulez, parce que ça avait l'air d'être un principe de bonne administration. Et un principe de bonne administration, ça ne fonctionne pas épistémologiquement dans le monde de la santé. Voilà. Il y a toujours un principe de bonne administration au service d'une plus-value médicale. Nous, notre conviction sur le DMP, je pense qu'il y a effectivement de ça, mais c'est aussi que le DMP a été capturé aux gens. C'est-à-dire, initialement, le DMP, c'est marrant parce qu'il a été lancé en 2004 de la clinique Pasteur, donc, de laquelle Dominique est directeur général, par Douste Blazy. Le P, au début, c'était un P de personnalisé. Donc, c'était le dossier médical de la personne pour qu'elle ait ses données à elle et qu'elle puisse avoir son dossier médical. C'est devenu le dossier médical partagé, donc partagé entre les professionnels de santé. Et les associations de patients ont fait des pieds et des mains pour dire c'est bien qu'il soit partagé, mais est-ce que nous-mêmes, on peut avoir un accès au dossier là, dans lequel tous nos documents de santé sont listés? Et nous, on est convaincus avec Dominique, c'est pour ça qu'on veut absolument, via le numérique, donner les capacités aux gens, aux citoyens d'être acteurs de leur santé. On est convaincus qu'il y a une telle inertie, il y a de tels corporatismes, il y a une telle bureaucratie dans l'administration, dans le système de santé, que c'est via des citoyens lui-même, mis en capacité par des outils numériques, qui va être capable de tirer l'innovation en santé et de tirer la transformation numérique du système de santé. L'application de carte GR très dure envers les professionnels de santé, et évidemment, il y a enfin bref, tout un tas d'exceptions et il y a énormément de professionnels de santé qui innovent et qui font des trucs absolument géniaux et bien sûr, mais par exemple, la carte vitale, comment est-ce qu'elle s'est généralisée? Ben, c'est pas grâce aux normes, aux obligations, aux sanctions qu'on aurait pu mettre au niveau de la puissance publique. C'est parce que les gens, ils demandaient à leur médecin traitant « Et vous ne prenez pas la carte vitale ?»« Ah bon, mais pourtant, votre confrère, il la prend. » Et puis qu'on a affiché sur Amélie, qu'aujourd'hui, on affiche sur Doctolib ceux qui la prennent, ceux qui ne la prennent pas. Mais ça a mis des années à se généraliser et ça a beaucoup, beaucoup été tiré par les citoyens qui ont dit « Bon, c'est quand même pratique, est-ce qu'on pourrait s'y mettre ?» Donc nous, on est convaincus que ça va marcher comme ça, que les citoyens vont piquer un petit peu le mastodonte. Oui, mais finalement, est-ce que vous voyez là, alors l'État, en définitive, permettez-moi plutôt comme un stratège dans ce jeu, parce que Laura, vous dites ça va être tiré par le citoyen, mais tout à l'heure, vous nous avez dit, on a mis un coin dans la porte de la sanction à un endroit où c'était efficace, où il y avait un levier. On peut avoir aussi le sens médical, donc c'est tous ces pions qu'il faut positionner au bon endroit. Excusez-moi Armand, je vous ai coupé. Oui, je partage 99% de ce qui a été dit. Il y a un petit 1% que je voudrais revenir. C'est que sur la longue période, il faut éviter la coalition État-citoyen contre le système de santé. Voilà. Bien sûr, dans l'affaire de la carte vitale, je partage totalement. Mais si je prends un autre dossier qui est celui de la comptabilité, de la rémunération des hôpitaux par activité, que vous connaissez bien, Laura, puisqu'en plus, l'école des mines y a trempé énormément, donc nous connaissons aussi nos mauvais remèdes. Je pense qu'il a été construit et il a été finalement un système d'alliance État-citoyen-acheteur contre un système de santé qui, d'ailleurs, finalement, nous partageons aujourd'hui le diagnostic qu'on a maltraité, en tout cas l'hôpital. L'hôpital a été maltraité. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'hôpital. Il faudrait prendre discipline après discipline, mais ça nous éloigne du digital, je vous l'accorde. Mais je voudrais éviter cette coalition État-citoyen contre un système de santé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de coalition. Aujourd'hui, le scandale, c'est qu'il n'y a pas de citoyens dans les instances de gouvernance. Mais moi, j'étais choquée à mon arrivée. On est dans des groupes de travail, il y a 30 personnes autour de la table, des industriels, des professionnels de santé, des administrations, des opérateurs d'urgence. Il y a un représentant des assos de patients qui fait ce qu'il peut
Mais il y a une décision qui fait un consensus, et en tant que citoyen, franchement, je me dis, heureusement qu'on est là fonctionnaire, hein. En tant que citoyen, on se dit, mais c'est nul pour les citoyens, la décision qui est en train d'être prise, c'est pas possible. Donc nous, via les ateliers citoyens du numérique en santé, où on est allé tirer au sort des gens, à la fois des bobos du 11e, mais aussi des mamies du Cantal, des personnes handicapées, des gens éloignés du numérique, pour co-construire avec eux la feuille de route. Et demain, on va lancer un comité citoyen du numérique en santé, dans lequel on souhaite absolument que les citoyens soient et accès aux personnes qui prennent des décisions. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un équilibre entre les parties prenantes, et je peux vous dire que ça vous rassure, ou pas, on est très loin d'une coalition État-citoyen. Les citoyens n'existent pas. Vous avez raison, je vais corriger. La coalition, elle a été non pas entre l'État et le citoyen tel que vous le définissez, mais entre l'État et la Sécu, pour être plus précis. Ah oui, mais alors c'est pas vraiment les citoyens encore. Voilà, non, je vous l'accorde totalement. Mais le problème dans cette affaire, c'est que malheureusement, le patient avance avec deux visages. Il y a un visage humain et souffrant, et il y a un visage système de paiement. Voilà. Mais je vous suivrai absolument dans la recomposition des parties prenantes. Dans beaucoup de cas, le fait que l'hôpital était gouverné par un maire a été très utile. Il y a toujours les bons représentants. Armand, Laura, je vous propose de conclure ici. Chacun, puis après on commencera la session des questions-réponses. Je ne sais pas si Didier, tu en as collecté sur Bicast ou sur QNR. Donc pour vous, 2030, la e-santé rêvée, c'est quoi? Je laisse l'honneur à Armand pour laisser l'honneur à Laura de conclure. Écoutez, ce matin, c'était le hasard, j'ai entendu qu'il y a une affaire médicale triste, qui est une personne, alors comme j'ai beaucoup travaillé sur les urgences, moi je suis sensible, qui a appelé pour le Covid et qu'on a renvoyé dans ses butées parce que, bon, voilà, elle avait des symptômes, mais elle n'avait pas le symptôme classique de, voilà, elle n'était pas à 2 pas de l'orage cytokinique. Et la personne de la famille, je vous le cite, c'est juste pour illustrer, moi je n'ai pas l'affaire en main, lui a mesuré, lui a pris avait un oxymètre et a dit elle est à 22%, et la réponse, il paraît que c'est authentique, donc la réponse du permanencier, ça va être de dire à 2%, je serais déjà morte, donc n'en parlons pas. Et là, je vois le rêve digital, c'est ça en fait. Mon rêve digital, c'est que on puisse effectivement avoir la possibilité, en quelque sorte, de dialoguer avec des médecins et des experts médicaux à distance, tout en nourrissant, tout en étant capable de nourrir ce dialogue d'un certain nombre d'informations qui se passent en même temps. Et ce rêve-là, je l'ai aussi pour les pays pauvres, parce que je travaille beaucoup au Maroc, et la question de la télémédecine, sans un digital et un minimum de possibilités d'avoir un capteur sur place, tout ne peut pas passer par la parole. Donc, à la fois l'échange et la possibilité d'un réseau, on va dire, on ne va pas employer les mots compliqués, mais d'un monitoring local qui donne des informations qui permettent de rassurer ou qui, au contraire, peuvent alerter, me semble être, en tout cas, sinon un rêve lointain, quelque chose dont on a vraiment besoin assez vite. Merci, c'était très clair. Laura? Juste en introduction, juste dire qu'on passe son temps en France, mais beaucoup dans les pouvoirs publics, alors qu'on est censé faire tout un tas de rapports, de prospectives, etc., des rapports qui expliquent comment est-ce qu'il faut réorienter le DMP. J'en ai lu 10. Des personnes qui le mettent en œuvre, j'en ai pas vu beaucoup, quoi. Donc juste pour dire, moi j'ai beaucoup de mal souvent à me projeter dans du long terme, ou même là du moyen terme, parce qu'en fait c'est un peu un mal français, a fortiori quand on est comme moi en plus, ingénieur et fonctionnaire, d'être concret et de passer du dire au faire. Donc là, pour arriver à une e-santé rêvée en 2030, le premier truc, c'est d'arrêter de parler prospective et stratégie et de délivrer un plan qu'on a en commun. Voilà, c'est le premier truc que je veux dire, et je le dis particulièrement parce je pense que c'est pas notre point fort en tant que Français, et encore moins en tant que fonction publique.
peut-être pour essayer de répondre à la question, je pense qu'il est très, très partagé avec Armand. Non seulement côté établissement et professionnels de santé, il faut qu'on oublie le numérique. Voilà, il faut plus qu'il y ait de malaise au sein de ces professions-là. Il faut que le numérique puisse leur permettre de regagner du temps médical et d'être au plus proche de l'humain et de se libérer des tâches administratives. Ce qui n'est pas la vision du numérique aujourd'hui. Donc, on est dans un cercle vicieux qu'il faut inverser pour que ça devienne un cercle vertueux. Et du côté des citoyens, voilà, vraiment qui est presque encore plus important peut-être, il faut non seulement qu'il n'y ait plus d'inégalité dans l'accès aux soins, voilà, que tout le monde, peu importe son milieu social, peu importe où il habite, puisse avoir accès à un dermato en 1 semaine et pas en 3 mois, puisse connaître et choisir son dermato, voilà, et pas juste parce qu'il a une famille de médecins, il va vers les meilleurs professionnels de santé. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça fait aussi partie de l'accès aux soins. Et puis, il faut qu'on arrive enfin à faire switcher ce système de santé vers la prévention. C'est exactement ce que disait Armand. Avec la télésurveillance, on arrive à faire en sorte de télésuivre au jour le jour des diabétiques, par exemple. Au lieu de faire en sorte qu'ils aient un rendez-vous chez le spécialiste tous les 3 mois, qu'ils fassent 200 km pour aller à l'hôpital du coin, ils sont suivis tous les jours et on évite des amputations de pieds. Enfin, c'est aussi important que ça, les enjeux derrière. Et c'est clairement accessible avec le numérique. Donc, ça me semble accessible et ça dépendra que de nous tous d'y arriver. Donc, il faut qu'on y arrive à horizon 2030. Merci beaucoup pour ces trois super vœux. Merci à vous deux. Didier, est-ce qu'on a des questions? Alors, j'ai une question de Philippe Ameline. Alors, j'essaie de voir si j'ai envoyé un texto pour savoir s'il pouvait la poser lui-même, parce que c'est un sujet dont j'ai entendu bien expliquer déjà auparavant ce qu'il avait. Je vais essayer de le faire intervenir. Et donc, est-ce que Philippe peut se connecter? Donc, sinon, je explique. Et voilà, c'est bon. A priori, c'est bon, ça se passe bien. Philippe? Je ne sais pas si tu m'entends là, Didier. Je t'entends très bien. D'accord. À toi. Alors, je vais poser la question simplement, je ne vais pas commenter tout le reste. Moi, je me méfie beaucoup de la manière dont est présentée la Covid comme accélérant quelque chose dans le système. Et la raison principale, c'est que ça fait des années qu'un certain nombre de gens essayent de mettre en place un virage numérique qui prépare le tournant du chronique dans le système de santé, hein, c'est-à-dire une logique de quitter les silos pour aller vers des équipes pluridisciplinaires autour de la personne. Et il ne faut pas se cacher, mais cette espèce d'épidémie très arriérée qu'on est en train de subir, c'est quand même à peu près l'opposé de ça. Et donc, la plupart des choses qui se passent en ce moment, par exemple, rajouter plein de lits dans les hôpitaux, etc., enfin, on sait tous que c'est totalement étrange par rapport à la manière dont les choses devraient évoluer, cette épidémie. Alors, ça accélère beaucoup de choses, ça permet à des gens peut-être de sortir du bois, mais peut-être pas au bon et peut-être pas dans les meilleures conditions. Voilà. Merci Philippe. Une réaction, sinon d'autres questions sur le QNR? Donc, c'était plutôt un commentaire plus qu'une Oui. question sur la façon de présenter l'impact du Covid. Ceci dit, c'est vrai que c'est dans les crises que voilà, on se rend compte que certaines choses sont possibles. Voilà. Ouais. Certaines choses vont bien, c'est vrai, puis d'autres, effectivement. Mais j'ai l'impression quand même que l'argument qu'a donné Laura tout à l'heure, parce que je connais bien le dossier des chroniques. Je sais à quel point c'est bouleversant pour le système de santé, c'est très compliqué. Enfin bon, en plus, du point de vue tarification, c'est une horreur. Bon. Mais je pense que les éléments que la Covid, qui n'est pas une maladie chronique, sauf pour les Covid longs quand même, mais bon, et encore, on ne sait pas tout. Mais les éléments qui vont être mis en place là par Laura et le plan numérique seront utilisés pour les chroniques ensuite. C'est-à-dire qu'elle a parlé des diabétiques, je crois que Laura, vous avez parlé des diabétiques. Et donc, voilà, c'est une ruse de l'histoire peut-être, que ce soit une maladie des aigus, une maladie aiguë qui permette d'établir quelque chose pour les chroniques, mais ce n'est pas la première fois qu'en médecine, on a ce genre de choses.
Et les chroniques sont ennuyeux pour le système de santé depuis toujours. Hein. Je vais poser une question un peu, je sais pas, je crois pas qu'il y en ait dans le Q&A. Si, il y en a une qui était passée en pardon. résolu, mais je ne suis pas sûr si on peut y répondre. Mais il y a une remarque qui était faite par Yolande qui disait qu'47% des dépenses de l'hôpital sont dédiées au SI contre 4% en moyenne dans les entreprises. N'est-ce pas à l'origine des difficultés rencontrées dans l'e-santé? Je vois que Yolande est rentrée de vacances, donc je suis ravie de te voir retourner sur nos projets. On travaille ensemble dans le cadre du Ségur. Mais exactement, c'est clair. Et typiquement, pour l'illustrer, sur les sujets cybersécurité, des cyberattaques, malheureusement, et sur les hôpitaux, il y en a depuis des années, et même pour tout vous dire, il y en a moins eu ces derniers mois qu'il y en a eu précédemment. Donc, ils se sont révélés au grand jour, mais malheureusement, ce n'est pas des nouveaux sujets. Ils arrivent, politiquement, on nous dit, bon, qu'est-ce qu'on fait sur la cybersécurité? Dans les 30 actions, la cybersécurité, c'est évidemment une des actions dédiées, c'est un des piliers des 3 règles, là, je l'ai dit. On nous dit, il faut annoncer des millions sur la cybersécurité pour les hôpitaux. Donc, on annonce des millions parce qu'on nous demande d'annoncer des millions, mais en réalité, tout le monde sait que le sujet, et les DSI de CHU le disent eux-mêmes, les industriels le disent eux-mêmes, le sujet, il est double, et malheureusement, il est plus long à traiter que d'ajouter 350 millions. Il est, le fait que d'un point de vue RH et attractivité des talents, les DSI d'hôpitaux sont très mal dotés parce qu'elles souffrent de grilles salariales de la fonction publique hospitalière, où là, typiquement, dans un hôpital, on nous disait, on cherche à recruter un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information, à 1 800 € net. Comment vous voulez, dans un secteur aussi concurrentiel, de recruter des personnes qui aient l'expérience suffisante et les compétences suffisantes pour gérer des sujets aussi complexes que les SI d'un hôpital, avec des enjeux aussi importants que potentiellement le système d'information tombe et on tue quelqu'un qui était en train de se faire opérer sur le billard. Donc, le premier sujet, il est RH. Donc, on travaille jour et nuit pour essayer de le débloquer, mais autant vous dire que c'est d'une complexité administrative horrible. Le deuxième sujet, c'est effectivement celui que mentionne Yolande, c'est un sujet d'investissement pérenne dans le numérique en santé et en particulier dans la cybersécurité, où là aussi, parfois on atteint nos limites en tant qu'État régulateur, on ne peut pas vraiment imposer aux établissements de santé de dédier un pourcentage en particulier au numérique en santé. Il y a encore heureux une certaine autonomie des directeurs généraux d'hôpitaux. Tout notre enjeu, il est de faire prendre conscience que le numérique est un sujet super important et en particulier la cybersécurité pour qu'on passe de 1,7% à 3 ou 4%, comme c'est le cas dans d'autres secteurs. Mais il ne suffira pas d'appuyer sur un bouton pour que demain, les hôpitaux soient infaillibles, ce qui n'arrivera jamais d'ailleurs, parce que ce n'est jamais le cas en cybersécurité. Mais pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, je me permets de faire encore une remarque de longue période. Il y a 40 ans ou 50 ans, la grande question, c'était comment on fait pour avoir des repas chauds au lit de l'hôpital. Et les gens pensaient que c'était simple. Bon. Puis ensuite, il a fallu coordonner le plateau technique avec les salles d'opération pour faire de l'anapathe à toute vitesse. Et les gens pensaient que c'était simple. Si j'ai peut-être une remarque à faire sur ce sujet, c'est que ce qu'il faut souhaiter, c'est que le système de santé attire des gens de la qualité de Laura, puisqu'elle est là avec nous. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce n'est pas un système qui a attiré les élites classiques de l'État. C'est l'inverse. Et en plus, on a… je suis dans une équipe qui a travaillé depuis 40 ans avec le système hospitalier. On a passé notre temps à dire que c'était pour le système informatique, pour les organisations, pour le principe de management, pour les principes de commandement, le lieu de tous les défis. Tous les défis sont réunis. Je vous invite à voir un film absolument magnifique qui s'appelle « Le ventre de l'hôpital », où c'est un ethnographe qui a passé 2 ans dans un des meilleurs services de chirurgie digestive cancérologique, je crois que c'est à Bichat, et que l'on découvre ce qu'est la complexité de ces tâches. C'est plus simple, une centrale nucléaire. C'est plus simple. Ça se modélise. On a un synoptique, on a des flux, on peut écrire les équations de Navier-Stokes. On peut calculer des équations de conservation de matière. Un système hospitalier, en plus, et si je puis me permettre, accéléré, parce que c'est ça qu'on a fait en réduisant la vitesse de séjour. On a des durées de séjour aujourd'hui qui sont quoi? 1 semaine maximum. On a
on a provoqué une intensification Voilà. au sens propre, aliénante, d'un système pour lesquels les gens, on leur demande quand même de s'engager. Donc le travail, si effectivement, comme Laura le dit, le but, c'est quand même de soulager tout le monde avec le digital, je pense que la réussite sera au rendez-vous et la Covid le montre. Mais n'espérez pas leur appuyer sur le ventre un peu plus. Hein. Je peux vous dire, ils sont à bout et depuis longtemps, mais malheureusement, je pourrais encore vous en parler longtemps, mais certaines disciplines, il faut regarder dans certaines disciplines, hein, il faut regarder ce qui s'est passé à l'hôpital public, l'attractivité sur les DSI, soit, mais l'attractivité en chirurgie orthopédique, l'attractivité dans certaines disciplines médicales, il faut regarder ce qui s'est passé dans les hôpitaux privés dans la même période. Donc voilà, le digital est peut-être une voie pour rendre plus attractif effectivement l'ensemble de ces fonctions. Juste avant de conclure et de vous remercier à tous les deux, une dernière question pour Laura de Bernard Soulès qui nous dit, bon, ok, il faut impliquer les citoyens, donc ça veut dire les responsabilités davantage. Et pour lui, ça, c'est un défi majeur parce que finalement, notre protection sociale est plutôt déresponsabilisante. Et puis, finalement, autour de la santé, l'éducation est assez faible auprès de nos citoyens. Donc, Laura, qu'est-ce que vous en pensez? Vous agissez aussi sur ces leviers? Je salue Bernard parce que c'est vrai qu'on s'était croisés il y a un bout de temps, mais pas récemment. C'est clair. C'est clair. Et bon, là, moi, je sors un peu de mon domaine de compétences et de ma zone de légitimité pour travailler exactement sur ces sujets qui en fait, dépassent de loin le numérique. Mais néanmoins, c'est indispensable. Le seul truc que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas essayé de donner les clés du camion aux citoyens. C'est-à-dire, on se dit, le citoyen s'en saisit pas, il est pas attentif sur la prévention, il prend pas soin de lui, etc. Mais en réalité, on n'a pas vraiment essayé de lui donner les clés du camion pour voir si au moins une partie d'entre eux s'en saisissait. Donc oui, il faut les accompagner pour qu'ils s'en saisissent, d'un point de vue de l'éducation thérapeutique, etc., mais aussi d'un point de vue moi je parle des outils numériques, donc il y a énormément de travaux qu'on mène avec le secrétariat d'État au numérique sur la partie fracture numérique, tant sur la partie infrastructure qui est plutôt de la zone de périmètre de l'ARCEP et de la NCT que sur la partie formation outils numériques, pour le coup, de laquelle on se charge en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur toute la partie formation. Mais oui, c'est clair. C'est clair, mais on n'a pas vraiment essayé, quoi. On n'a pas vraiment essayé de donner les clés du camion aux citoyens, toujours avec le petit truc quand même qu'on a en tête, je pense, dans le secteur médical. On se dit, le citoyen est trop con, quoi. Il va pas y arriver. Voilà. Nous, notre conviction, c'est qu'en fait, il va y arriver, quoi. C'est qu'en fait, on va l'y accompagner, mais en fait, il va y arriver. Super, merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci Armand, merci Laura. Merci. Et puis au plaisir de vous recroiser pour des échanges. Peut-être à l'école des mines en physique un de ces jours. Ah oui, on espère ça très très bientôt. Je vous remercie tous. Je ne voulais pas remettre 100 sous dans la machine, mais je pense qu'il y a certains pays dont on devrait s'inspirer, comme l'Estonie, qui en fait a mis le citoyen au centre du dispositif. On n'a pas le droit de lui demander 2 fois la même pièce, c'est quand même bien. Et ils ont mis en place une identité numérique forte régalienne. Et en France, comme on a eu peur des anti-vax, on a vu ce que ça a donné sur la vaccination, le retard que l'on a pris. Sur l'identité numérique forte, on a pris un retard fou avec un a priori, en pensant que les Français ne seraient pas capables de l'accepter, de la comprendre. Donc peut-être de la pédagogie à avoir. Je vous remercie. Donc à très bientôt pour une prochaine conférence. Voilà, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. À très bientôt sur le G9+ et Mine Digital. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.